Bienvenue sur le village des architectes. Bienvenue également à cette conférence consacrée à la construction du nouveau centre hospitalier Princesse Grace de Monaco. Après l'abandon du projet Isis Vasconi en 2010, la principauté de Monaco a donc relancé le projet du nouvel hôpital sur la base d'un nouveau concours réalisé en 2012. Le nouvel établissement hospitalier reconstruit sur site comportera 394 lits et places et 20 blocs opératoires regroupés sur un seul niveau. Désigné en avril 2013, le projet lauréat a su déjouer les complexités particulièrement contraignantes, il faut le dire, notamment dues au site. Le défi a été relevé avec des équipes multidisciplinaires réunies dans un groupement composé des experts du groupe AIA Associés, en collaboration avec l'architecte monégasque Natacha Morin-Innocenti, mais également avec la société AECOM Limited, le bureau Tractebel Engineering, spécialisé dans les infrastructures souterraines à Monaco. Pour évoquer ce projet, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Patrick Bini, directeur du centre hospitalier Princesse Grace. Monsieur Bini, bonjour, qui nous présentera évidemment le centre hospitalier, mais qui s'exprimera sur les enjeux de ce projet ambitieux. Nous accueillons également Benoît de Sévelinge, directrice des ressources matérielles du centre hospitalier Princesse Grace. Benoît, bonjour. Et enfin, Jérôme Bataille, architecte au sein du groupe AIA Associés. Nous allons tout d'abord donner la parole à Monsieur Bini. Monsieur Bini, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter le centre hospitalier Princesse Grace, s'il vous plaît? Merci. Pour bien comprendre pourquoi ce projet de construction est un peu hors norme, il faut se rappeler que par la volonté du gouvernement princier, il y a déjà plusieurs années, il a été souhaité que l'offre de soins en principauté de Monaco soit hors norme. C'est pour ça que bien que le CHPG ne soit pas un hôpital universitaire, il nous a été demandé de recruter chaque fois que c'était possible des chefs de service, professeurs des universités. C'est pour ça qu'il est demandé également au CHPG depuis de très nombreuses années d'avoir un plateau technique hors norme. C'est ainsi que le CHPG a eu le premier PET scan de la région, a eu la première IRM 3 Tesla de la région et dans beaucoup de spécialités, nous avons les meilleurs équipements possibles et nous allons bientôt recevoir un système de cartographie rythmologique qui sera le premier au monde, financé par des généraux donateurs américains qui ont demandé aux constructeurs de faire du CHPG le premier établissement qui sera livré. Donc, volonté du gouvernement princier d'avoir un hôpital hors norme. Donc, le projet, comme l'a dit David Antibi, a été relancé suite au décès du précédent architecte. Et puis, l'ancien projet était considéré comme trop important en capacité, puisque prévoyait de créer 100 lits de plus en médecine chirurgie obstétrique. Le CHPG actuellement, c'est 854 lits et places, 50% de lits MCO, 50% de lits personnes âgées. Il faut que vous sachiez, mais certains le savent déjà, que nous avons ouvert l'année dernière un centre de moyen et long séjour de 210 lits, qui a coûté la bagatelle de 260 millions d'euros, et une maison de retraite de 70 lits qui n'était pas moins chère. Donc, lorsque vous saurez que le projet de construction du nouvel hôpital, donc de 394 lits, a un coût estimé actuellement à 750 millions d'euros, toutes dépenses confondues, je pense que vous n'en serez pas étonnés. Voilà, donc quels sont les grands enjeux de ce projet? Jérôme, si tu veux passer la page suivante. Donc les grands enjeux de ce projet, c'est de répondre aux besoins d'un bassin de population de 125 000 habitants allant de Villefranche à Menton. On souhaite s'arrêter à Villefranche car nous ne souhaitons pas nous mettre en concurrence avec le CHU de Nice voisin. Donc nous essayons de garder notre bassin de recrutement et également sur les instructions du gouvernement princier, nous souhaitons recruter une clientèle hors sécurité sociale, une clientèle étrangère. Alors, vous avez vu dans les journaux que l'AP Paris s'oriente plutôt vers les émirs. Même à Monaco, s'il nous arrive d'en traiter, on est plutôt orienté sur une population russe. Du reste, nous avons déjà des conventions avec Gazprom
Et dans les prochaines semaines, nous allons passer les conventions avec des grosses sociétés d'assurance russes, car il y a une très grosse population résidente russe à Monaco. Voilà, et donc c'est ce qui explique pourquoi nous allons, et ça c'est Benoît qui vous le présenterez, qui va vous le présenter, pourquoi nous offrons et nous offrirons de plus en plus une offre VIP au centre hospitalier Princesse Grace. Il nous a été demandé par le gouvernement princier donc, de proposer une offre de soins d'excellence, donc un plateau technique exceptionnel, un niveau de confort d'hospitalisation toujours légèrement supérieur à ce qui se fait dans l'État voisin. Bien entendu, mais ça c'est pas commun, c'est pas propre au CHPG, c'est un nouvel établissement qui développera les prises en charge ambulatoires, qui diminuera quand même le lit de nombre d'hébergements conventionnels et qui va permettre la fusion de 2 établissements en Principauté de Monaco. Puisqu'actuellement en Principauté de Monaco, il y a le CHPG qui est un établissement public et il y a un institut du sport qui s'appelle l'IM2S et donc il est prévu qu'à l'ouverture du nouvel hôpital, l'IM2S fermera ses portes et viendra se fusionner avec le nouvel hôpital. Je vais vous passer maintenant quelques transparents, Jérôme. Oui. Alors, les forces du projet, donc l'élégance comme prescription architecturale, on vous montrera des photos tout à l'heure, je crois que c'est assez évident. Un des enjeux du projet, c'est de maintenir l'activité durant les travaux, puisqu'il a été fait le choix de reconstruire l'hôpital sur site, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mètres carrés à Monaco, donc ça va être un gros enjeu pour tout le monde. Un hôpital efficient, nous avons souhaité qu'il y ait des services par unité de 14 lits, parce que l'hôpital de Monaco, pour l'instant, n'est pas en T2A. Je vois certains sourire, mais un jour, l'hôpital de Monaco passera à la T2A. Donc, le jour où nous passerons à la T2A, il faudra quand même que nous ayons des structures hospitalières adaptées, notamment en termes d'effectifs. Donc, David Antibi l'a dit, il y aura un regroupement des sites opératoires, du pôle mère-enfant. Bien entendu, il n'y aura que des chambres individuelles, dont la plupart auront vue mère, ainsi que vue sur le palais princier. Voilà, je passe parce que je crois que Jérôme Bataille vous parlera du projet développement durable, hôpital numérique, hôpital évolutif. On vous expliquera, c'est un hôpital qui a été construit en H, mais on ne va construire que 3 L du H, ce qui va permettre de pouvoir, à l'avenir, construire éventuellement une 4e L. Et bien entendu, et ça sera la présentation de Benoît, une offre hôtelière de très grande qualité, car le gouvernement princier attache beaucoup à ce que les patients hospitalisés puissent bénéficier d'une offre qualitative. Je vais vous passer quelques photos du projet lauréat, donc, mais que vous commentera tout à l'heure Jérôme Bataille. Donc vous voyez donc, le projet avec ce bâtiment en H et avec la 4e L potentiellement constructible. Voilà, et il y a la maquette là, voilà. Donc ensuite, vous verrez donc derrière Jérôme, voilà, donc vous voyez donc ces chambres qui auront pratiquement toute vue mer et une esplanade qui donnera directement sur la mer. Ça marche, David? Ça marche, voilà. Bien. Donc ça, Jérôme, tu peux passer. Ensuite, les grandes étapes du foisage. Alors ça, c'est quelque chose qui va être très compliqué, mais peut-être, Jérôme, c'est vous qui allez le présenter. Voilà, donc c'est un projet qui est compliqué puisqu'il va y avoir 5 phases. Et puis, si on construit la 4e L du H, peut-être même une 6e. La démarche environnementale, je pense que c'est Jérôme qui le présentera. La répartition des fonctionnalités, c'est relativement classique. Dans les bas étages, il y a radiothérapie, médecine nucléaire. Au niveau 0, l'accueil et le CTS. Et nous démarrons par toutes les activités, bloc opératoire, mère-enfant, soins critiques, bloc et tout ce qui est en hospitalisation se trouvera en étage supérieur. Voilà l'exemple derrière, un exemple de plateau d'hébergement. Donc vous voyez des unités de 28 lits avec possibilité de construire une 4e L. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Benoît de Sévelinge
qui est la grande prêtresse du service hôtelier au CHPG et qui va vous expliquer en quoi l'hébergement est d'une qualité exceptionnelle à Monaco. Merci Patrick. Bien, Jérôme, juste pour revenir sur la diapo précédente. Donc effectivement, on a recherché un hébergement exceptionnel qui se traduit d'abord dans la qualité architecturale des locaux. Donc là, il faut imaginer que la mer, elle vient comme ça. Voilà. Donc on a 66% des chambres qui ont vue sur mer. À chaque coin, on va retrouver des chambres VIP d'une surface de 36 mètres carrés, donc qui permettent d'héberger un coin salon de façon assez simple. 100% des chambres individuelles, une surface minimale de 18 mètres carrés. Et au centre, on va retrouver ici le pavé logistique avec les ascenseurs qui vont monter les tortues, avec ici l'office, le local de centralisation linge propre, linge sale, déchets et des réserves. Le but, c'est d'éviter les nuisances sonores, c'est d'éviter de faire passer des chariots dans les unités de soins. En revanche, on est allé installer des petits relais dans chacune des unités pour permettre au personnel de ne pas faire non plus trop de pas dans la journée. Donc, au-delà de ces locaux, je voulais expliquer un petit peu la structure par plateau d'hébergement. On a au dernier étage une unité VIP qui sera une unité bilan avec des suites, 8 suites de 62 mètres carrés et où on compte là avoir une prestation de qualité hôtel de luxe. Cette prestation, elle a été mise en place dès 2006 avec la création d'un service hôtelier qui est assez innovant et assez rare dans le monde, je crois, puisqu'on va s'appuyer sur une équipe qui est formée, qui est spécialisée et qui va venir intervenir exactement comme dans un hôtel de type commercial. Donc, on a au sein du CHPG 4 types de services hôteliers puisqu'ils sont adaptés au type de patientèle qu'on reçoit. Donc, un qui est spécialisé sur le MCO, un sur la gérontologie clinique. Les maisons de retraite ont un accueil encore différencié et on a souhaité l'année dernière mettre en place une prestation spécifique à l'hôpital de jour qui, à Monaco, est spécialisé sur la cancérologie. Les principes fondamentaux que regroupe ce service sont les suivants. Donc, on va détacher les ASH de la filière de soins et la rattacher à la direction des ressources matérielles qui correspond à une direction des services économiques et logistiques dans les autres hôpitaux. L'objet, c'est d'éviter les glissements de tâches. Donc, l'aide-soignant va être recentré sur sa fonction de soignant et l'ASH, lui, va être formé de façon très spécifique à l'HACCP, à l'hygiène hospitalière, à l'accueil du patient et à la commande des repas. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. En termes d'affectation, chaque hôtelier est affecté à un service de façon générale. Et en fait, tous les soirs et le matin suivant, le cadre et le gouvernant, donc le gouvernant, c'est le cadre de l'hôtelier, vont se voir, faire le point sur les sorties prévues le lendemain, sur la charge de travail de chacun des services, pour affecter dans chaque service les effectifs en fonction de la charge réelle. Donc par exemple, si en chirurgie on a 10 sorties prévues le matin et 4 en médecine, on va prendre un ASH du service de médecine pour aller le mettre en chirurgie et pour lisser la charge de travail de l'ensemble de l'équipe. Au niveau de la prestation qui est offerte, donc comme je vous l'ai dit, on a des personnels qui sont formés, qu'on va recruter beaucoup sur la filière hôtelière. À Monaco, on a des profils de saisonniers, on a un lycée hôtelier d'une très grande qualité. Donc on profite de ces personnels qui sont spécialisés sur la restauration, qui à un moment donné dans leur vie ont envie de faire autre chose que les plages privées, l'hôtellerie de luxe, et qui vont souhaiter venir travailler au CHPG. On va avoir une formation spécifique, un accueil des nouveaux arrivants qui sont doublés pendant minimum 15 jours pour comprendre ce qu'attend un patient et quels besoins il va falloir spécifiquement aller satisfaire. On a par exemple une prise de commande au lit du patient. Donc chaque jour, le patient a le choix sur une 50aine de combinaisons dans son menu de repas. L'hôtelier va venir au lit du patient avec une tablette numérique pour pouvoir le mettre en appétit d'abord, lui expliquer chacun des repas. Il est formé sur les régimes, donc il va pouvoir expliquer les choix que peut faire le patient. Il va pouvoir aussi lui dire, en fonction de son état de la journée, lui donner des conseils. Le but étant de faire véritablement du repas un moment de soin et un moment de plaisir pour ce patient.
Par ailleurs, j'ai pas besoin de dire, l'hôtelier, il a une tenue particulière. L'objectif, c'est de permettre aux patients d'identifier le personnel auquel il s'adresse. Donc, je m'adresse à l'aide-soignant pour un soin, j'ai besoin d'un café, j'ai envie d'une tisane, je sais à qui je m'adresse et je sais à qui je peux demander. J'ai un besoin particulier, j'ai forcément une personne physique en face de moi. Notamment, dans la domotique, on a mis en place une offre domotique de terminaux multimédia dans certains services, avec la problématique de personnes peut-être âgées ou pas, mais qui n'ont pas forcément l'habitude de ce genre de choses. Et c'est pas avec un service téléphonique, un service après-vente téléphonique, qu'on va les satisfaire. Donc nous, on va mettre en place une équipe qu'on va former à nouveau et qui va pouvoir répondre, au moins être un relais avec le service après-vente. En termes de prestations, toujours, on met en œuvre un accueil hôtelier. Donc chaque patient est accueilli soit par le gouvernant, soit par l'hôtelier, qui va lui expliquer la spécificité de ce service et qui va se mettre réellement à sa disposition en lui remettant du linge hôtelier avec un peignoir siglé, une serviette siglée, qui va lui remettre une carte de prestation payante et non payante, avec par exemple la mise à disposition de pantoufles, de trousses de toilette, ce qui est toujours un plus et qui est vraiment très très apprécié par les patients qu'on reçoit. On utilise par exemple aussi de la vaisselle en porcelaine, un verre à pied, pas de plastique sur les plateaux. Ça paraît très important en fait, parce que le moment, encore une fois, on va revenir au repas qui doit être un moment de plaisir. En termes de retour patient, c'est là où on se dit que finalement c'était une bonne idée et que ça fonctionne bien. Donc la dernière enquête spécifiquement sur la prestation restauration a eu lieu le 30 janvier dernier. On a un retour de 90% des patients interrogés avec une note supérieure à 5 sur 10 sur la prestation globale. Pour la prestation restauration pure, on a 70% qui donnent une note supérieure à 8 sur 10. Et sur les questionnaires d'appréciation de séjour, bon, qui sont forcément faussés par les taux de retour, hein, comme dans tous les hôpitaux, mais on arrive à peu près 35% de taux de retour, on a plus de 90% de satisfaction sur les items relatifs à l'hébergement. Donc voilà, une grande satisfaction qu'on espère approfondir encore et agrandir dans le cadre de ce nouvel hôpital que va nous construire Jérôme Bataille. Merci Benoît. Vous l'avez compris, le centre hospitalier Princesse Grace de Monaco et en particulier sur la Principauté, ils ont la chance de bénéficier d'une infrastructure et d'une concentration liées à l'hôtellerie, au palace, au restaurant, qui leur permettent d'avoir un vivier nécessaire pour pouvoir justement avoir un service hôtelier aussi performant. Toujours est-il que les hospitaliers aujourd'hui en France réfléchissent tous sur des projets hôteliers pour savoir comment dégager du temps aux soignants, comment améliorer le confort hôtelier, tout en... C'est très paradoxal parce qu'on demande aussi aux patients de rester le moins possible à l'hôpital, mais il faut assurer son confort. Si vous avez des questions à poser à Benoît de Sévelinge à la fin de cette conférence sur l'organisation du service hôtelier, parce que malgré tout, il faut quand même de la volonté pour mettre en place une telle organisation, même si on n'en a pas forcément toujours les moyens. Vous pourrez lui poser des questions après cette conférence. Je vais donner maintenant la parole à Jérôme Bataille, l'architecte d'AIA, qui va s'exprimer, entre autres, sur les contraintes de ce site, sur l'intégration de cet hôpital dans son environnement, la gestion des flux, les enjeux organisationnels et fonctionnels et l'évolutivité de ce projet hospitalier. Jérôme Bataille, bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Bien, merci bien de me passer la parole. Donc, vous l'avez compris au travers des propos du directeur et de son adjointe, un projet ambitieux, un projet volontaire qui va quand même s'établir au milieu de contraintes tout à fait exceptionnelles. Donc, ce que nous avons voulu, a priori, c'était un bâtiment élégant, écologique, intégré au site, tourné autour du patient et d'un niveau de service de haut niveau. Nous avons donc voulu des fonctionnalités hospitalières optimisées qui permettent d'avoir des critères d'un hôpital international. Nous avions des contraintes de phasage pour pouvoir réaliser ce bâtiment avec notamment une efficience au plus tôt, avec un regard T2A pour certains services. Il fallait aussi donc que cet impact d'un hôpital qui va faire quand même 88 mètres carrés sur le site existant minimise les impacts sur les activités. Et nous avons un suivi très scrupuleux, notamment par les travaux publics, des coûts et des délais.
Donc, je vous rappelle, Monaco, quand même, c'est une situation assez exceptionnelle. Donc, la mer d'un côté, la montagne de l'autre, la terre et la mer. C'est un site qu'on a voulu, voilà. Des projets ambitieux qui ne se feront pas tout de suite, mais on voit que les réflexions immobilières sont très ambitieuses à Monaco. Il y a le Rocher, qui est le symbole du gouvernement, et l'île forte. Et vous voyez le musée Homme océanographique qui est ici, qui domine l'ensemble, le palais princier étant ici. Nous sommes voisins du jardin exotique, avec la tête de chien qui est en haut, donc un site très fort, à la fois le jardin exotique qui capitalise une biodiversité méditerranéenne, que vous voyez là, une grotte, donc l'idée d'un rapport avec la Terre très fort, et puis la mer présente au travers de son musée océanographique. Et le projet a essayé de faire le lien entre la Terre et la mer. Par rapport à ces contraintes écologiques, voilà aussi ce qu'est Monaco. Donc c'est un Grand Prix qui circule avec aujourd'hui l'ambition de faire des Grands Prix de voitures électriques. Des projets qui changent d'échelle, puisque nous avons la tour Odéon qui est en train de se construire de l'autre côté de la ville. Donc on voit que l'urbanisme de Monaco bouge, il fallait s'installer dans cette actualité de l'urbanisme. Dès qu'on parle de Monaco, il y a des mythes qui apparaissent, il y a James Bond qui est pas loin, et puis il y a cette dimension que nous avons voulu, c'est-à-dire de l'élégance. Et l'élégance, nous l'avons basée sur la haute couture, en regardant beaucoup les travaux de certains couturiers, notamment des années 60, donc que ce soit Paco Rabanne, que ce soit Courrèges avec ses grandes échancrures, que ce soit Alaya avec ses éléments de découpage des robes qui laissent à la fois voir l'intérieur tout en structurant l'extérieur. Et nous avons essayé de regarder ce qui en architecture évoquait ce genre cette féminité et cette élégance. Nous avons regardé évidemment Saarinen et différents bâtiments. Et à partir de là, nous avons voulu composer un bâtiment qui fasse le lien entre la terre et la mer. Et nous avons composé le bâtiment dans le vent. C'est-à-dire que c'est le vent qui est venu sculpter notre façade et est venu faire le lien entre la terre et la mer. Et donc voilà ce que nous verrons depuis le palais princier. Donc nous voyons bien la tête de chien qui domine le site et le CHPG va dominer la ville. Nous avons voulu éviter d'avoir un gros volume, donc nous l'avons fracturé en deux. Et nous avons voulu installer une continuité entre le jardin exotique et le sol. Et donc cette continuité de jardin exotique, nous l'avons faite avec ce que nous appelons un socle. Donc nous le voyons bien sur la maquette, le socle, les bâtiments recomposés avec les 4 ailes dont a parlé Patrick Bigny et Benoît de Séveringe. Et puis entre les deux, l'espace, le belvédère où l'on circule, où l'on trouve un espace plat à Monaco, ce qui n'est jamais tout à fait facile. Il y a beaucoup d'escaliers, beaucoup de relief, mais nous voulions que l'accueil soit parfaitement horizontal. Et donc voilà l'image au fur et à mesure que l'on zoome. Donc on voit bien le jardin exotique et la continuité avec notre bâtiment. Et nous avons profité des terrasses pour venir installer différents jardins à différentes hauteurs. Donc voilà la coupe sur le terrain. Nous avons 2 voies, la rue Pasteur-Haut qui est à ce niveau-là actuellement, et la rue Pasteur-Bas qui est à ce niveau-là. Et aujourd'hui, tel que nous le présentait le programme, la rue Pasteur-Haut traversait le projet. Donc nous avons proposé dans le cadre du concours de déplacer la rue Pasteur-Haut au-dessus de la rue Pasteur-Bas. Nous avons regardé évidemment la géologie du site, il y a du Jurassique, il y a des éboulis, donc nous avons voulu installer aussi le bâtiment au plus juste dans son site et nous avons imaginé donc de construire le sol de référence, qui est le sol du belvédère, en profitant au maximum de ce qui nous était libéré, en installant les stationnements, puisque à Monaco, la voiture est assez importante et que le stationnement est toujours difficile. Donc nous avons voulu donner à l'hôpital, maintenir son accès, donc maintenir le dispositif de stationnement. Et nous avons profité de cette première opération pour déplacer l'avenue Pasteur-Haut au-dessus de l'avenue Pasteur-Bas. Donc c'est ce que l'on voit ici en belvédère. La rue Pasteur-Haut passe au-dessus de l'avenue Pasteur-Bas. Et ce qui nous a permis, vous allez le voir, d'installer des hébergements au-dessus et de construire cette première phase ici. Donc là, nous allons commencer à creuser. L'avenue Pasteur-Haut est ici, l'avenue Pasteur-Bas est là. Nous venons protéger les avoisinants, donc un gros souci de bonne protection à la fois du CHPG, mais aussi des bâtiments voisins. La construction et la réalisation du belvédère avec le stationnement. Nous allons arriver jusqu'à la plateforme. Et là, donc le stationnement fonctionnera avec le CHPG ancien.
Et là-dessus, nous allons construire une première étape qui va être les hébergements, un plateau technique, mais qui est fonctionnel, qui peut fonctionner, avec donc ces locaux techniques. Évidemment, l'avenue Pasteur-Haut, Pasteur-Bas desservira l'ensemble du site. Et puis, nous aurons une deuxième phase qui sera la troisième aile. Aujourd'hui, la quatrième aile se limite au plateau d'oncologie principalement et quelques dispositifs, notamment les vestiaires. Une fois que tout ça sera fait, le bâtiment pourra être libéré. Et comme le disait Patrick Bini, nous avons la capacité de créer une extension ici pour le CHPG, voire de libérer du foncier pour une autre opération. Donc, sur ce dispositif, on va le voir très clairement, la première phase, c'est celle-ci, et plombe parfaitement. Nous sommes dans une sismicité forte, en plus des contraintes générales. Donc, il fallait que les bâtiments plombent, et nous voulions un hôpital ambitieux. Et nous avons proposé, dans le cadre du concours, nous avons commencé par travailler le plateau technique, pour avoir un plateau technique horizontal de grande dimension et avec des références internationales. Donc c'est horizontal, c'est de plein pied, le patient circule bien en lit. Évidemment que le plateau technique performant a besoin de tout un étage technique pour être approvisionné en aérolique. Donc nous avons mis un plateau au-dessus dans lequel nous avons intégré les vestiaires et l'asté pour dégager de la place au niveau du plateau technique. Nous avons ici tout un étage d'accueil que nous avons voulu sur 2 niveaux avec une voûte. Alors la voûte évoque aussi bien le vent, des voiles qui gonflent le vent, que la grotte que nous avons vue avant. C'est un rapport entre la terre et la mer. Et en dessous de ce niveau belvédère, nous avons un ensemble avec notamment la logistique, les urgences et tout ce qui est dépose couchée, avec notamment la dialyse et la radiologie. En dessous, nous avons le stationnement avec 600 places. Et au-dessus, nous avons voulu changer la dimension de l'hôpital, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans une dimension internationale, mais nous sommes presque dans une dimension villageoise. Nous avons voulu des petites unités, comme l'a expliqué Patrick Bini, avec beaucoup de lumière. Donc on voit que les volumes sont découpés pour pouvoir être au maximum éclairés avec de la lumière naturelle. Et enfin, au dernier étage, donc, nous avons une hélisurface, non pas dédiée au VIP, mais à la sécurité des patients. Là aussi, vous le voyez que la limite du bâtiment est constituée par l'urbanisme pour maintenir des vues depuis l'avenue qui est ici sur la mer. Donc on a ici un plafond qui s'impose à nous et que nous avons respecté. Voilà. Donc en plan, c'est intéressant, on voit la dimension et l'emprise du bâtiment qui est un grand plateau technique. Au-dessus, nous voyons le découpage et la recherche de lumière des volumes pour les quatre feuilles du trèfle. Nous avons voulu que les jardins exotiques se poursuivent bien dans les volumes jusqu'au futur bâtiment qui viendra se mettre à côté de nous. Ces porosités de l'hébergement nous permettent, selon les temps et les expositions, d'avoir le soleil qui pénètre assez bien dans les volumes, selon les heures. Ce dispositif dégage des vues, donc ça c'est aussi ce qui nous a été cher, c'est que malgré le dispositif que l'on va mettre en place d'information patient et de dimension numérique, nous avons voulu que le repérage avec la montagne d'un côté et la mer de l'autre soit naturel et intuitif. Donc c'est une dimension que nous avons voulu, et notamment vous verrez que les ascenseurs sortent avec un repère direct, et pour les derniers étages, nous avons la vue sur la mer de ce côté-ci. Nous avons des vues, le plus souvent, nous avons essayé de rechercher des référentiels naturels. Donc la signalétique sera mise en place, mais on sait à quel niveau on sort et l'accès à la lumière naturelle est permanent pour les patients. Donc le belvédère, les différents accès, je vais vous en faire grâce, mais vous verrez que le parking s'est installé plutôt avec une desserte sur l'avenue Pasteur-Bas pour dégager l'avenue Pasteur-Haut. L'accès logistique que vous voyez sur la maquette de ce côté-ci, ici l'accès logistique. Et de ce côté-ci, 3 niveaux d'accès, les bus, piétons, un niveau en dessous, les malades couchés, et encore un niveau en dessous, les urgences. Donc 3 niveaux d'accès à l'entrée du site. Des dispositifs, donc le parking fonctionne comme un parking public. Il amène les personnes sur le belvédère qui après vont emprunter les différents ascenseurs, les montes personnes, les montes malades et la logistique. On est en parasismique et nous voulions avoir une façade un peu ambitieuse, donc nous avons travaillé avec Tractebel pour concentrer tous les efforts au niveau des noyaux. Ce qui veut dire que nos murs d'escalier font pas loin de 1 mètre. Donc nous avons des noyaux extrêmement puissants qui nous permettent non seulement de respecter donc, le découpage et les joints de dilatation, mais nous permettent de se libérer en grande partie des structures de façade.
Donc la façade est légère, elle nous laisse toute liberté de composer les ouvertures comme nous le souhaitons. Je vous passerai la dissociation des flux et tout le travail, mais ça c'est un travail caché que nous menons avec les équipes et en dialogue avec le CHPG, qui est un travail plutôt laborieux, précis, de dialogue et qui aujourd'hui se passe effectivement avec des itérations successives. Nous proposons, ils acceptent, nous proposons, on rediscute et cette mise au point se fait tranquillement. Aujourd'hui, vous voyez que le stationnement que nous avons installé aussi est un stationnement de type public, c'est-à-dire qu'on est véritablement sur des allées en sens unique et des places de part et d'autre, une rampe montante et une rampe descendante. Donc le belvédère que nous voyons là, d'où je vais arriver quand je sortirai des stationnements, donne à peu près cette vue-là sur la mer. On n'est pas loin de la vue actuelle que vous avez actuellement sur le Monaco. Nous sommes à 1,50 m au-dessus. Et vous voyez que nous avons voulu soulever le bâtiment, donc le bâtiment se repose comme sur un talon aiguille au niveau de la façade, de façon très très légère, et c'est un jeu de brise-soleil qui nous permet ça, pour dégager d'un côté le hall, et de l'autre côté, donc de ce côté-ci, vous voyez la cafétéria, qui va du coup se situer au centre du terrain de l'hôpital. Donc nous aurons une continuité très forte intérieur-extérieur. Donc nous pénétrons du belvédère vers l'intérieur. Et là, nous avons voulu un hall démédicalisé avec un piano, une bibliothèque, de l'accueil, de l'information, la cafétéria et le restaurant. Et nous imaginons qu'il puisse y avoir des expositions de peinture. Nous sommes en train de repérer toutes les œuvres d'art qui existent dans le CHPG. Il y en a de nombreuses, de très belles. Et on les répertorie et on est en train de les disposer dans l'hôpital, mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas des expositions temporaires qui viendront animer le hall de l'hôpital. Donc le plan du hall est assez complexe puisqu'il a voulu se libérer des empreintes techniques et structurelles. Donc vous voyez ici le grand hall qui fonctionne avec des objets posés en son centre, un service administratif et de gestion des patients juste à l'arrière et le belvédère qui donne une grande fluidité à l'ensemble. Nous sommes descendus d'un étage, donc nous étions au rez-de-chaussée, nous sommes descendus ici d'un étage, et là nous avons donc la dépose minute avec la dialyse, l'imagerie, les vestiaires. Nous avons à l'étage en dessous l'ensemble des urgences avec une dissociation des flux pédiatriques et des flux adultes, et pour la troisième phase, les dispositifs qui sont en train de se mettre en place pour tout ce qui est oncologie. Nous descendons encore d'un étage. Et là, nous avons la logistique. Et sur ce site-là, c'était quand même une prouesse que d'arriver à mettre autour de la co-logistique la restauration, qui est importante dans le projet, la pharmacie avec des vues mer, la buanderie avec des vues un peu plus de souffrance, tout ce qui est réserve sur un même plateau avec une distribution de type tortue. Ces tortues-là vont aussi aller approvisionner le bâtiment personnes âgées qui a déjà été réalisé. Je suis passé de ce niveau-ci, je suis remonté un peu haut. Voilà, donc ici nous avons un ensemble de consultations que nous avons voulu rassembler, plutôt polyvalentes, au plus près du hall. Nous montons un étage et c'est là où les choses devenaient assez compliquées puisque nous avons un grand bloc, nous avons une seule salle de réveil, mais nous avons imaginé que dès la phase 1, nous ayons une unité type fast track ou ambulatoire performante avec le service ambulatoire et les salles d'opération opérationnelles tout de suite, avec la salle de réveil. Et donc, aujourd'hui, nous avons un peu fait évoluer ce plan pour que l'ambulatoire soit carrément intégré au bloc opératoire. Donc, nous avons, les anesthésistes pourront passer sans problème depuis cette zone-ci de salle de réveil jusqu'à la salle, à la chambre, sans enfreindre les règles d'aseptie et donner le droit à la rue. Nous avons aussi travaillé donc, toute la deuxième partie du bloc, ici, et nous avons fait un gros travail avec la maternité, puisque le bloc obstétrical au moment du concours était à ce niveau-là, et que nous l'avons ramené au niveau de l'obstétrique dans un pôle mère-enfant. Ce qui veut dire que nous avons libéré aujourd'hui sous cette zone-là pour permettre des extensions du plateau technique. Ensuite, les niveaux, on vous les a présentés globalement. Voilà, les niveaux fonctionnent avec un accueil central et des vues sur l'extérieur, un accueil physique au travers des monts de personnes, 3 hébergements qui tentent d'être les plus équivalents possibles. Donc au moins en service, on essaie d'avoir des locaux avec des principes relativement récurrents pour les équipes. La logistique qui est au centre et qui distribue nos 3 ailes. La possibilité de la 4e aile qui est toujours possible. Et puis les postes de soins que nous avons disposés au centre
de chaque unité. La chambre est un enjeu fort, donc nous avons voulu une chambre toujours sur le thème du vent, donc on voit les flux d'air qui passent, le mur qui se décolle. Nous avons rassemblé tous les éléments techniques d'hospitalisation, les fluides, les prises, etc. à l'entrée pour que le chariot soin puisse tout de suite s'installer dans une petite plaque inox. Nous n'avons pas voulu la cacher, nous l'avons mise au contraire bien cernée à l'entrée. Et ensuite, nous avons une petite desserte patient et un écran multimédia pour le patient. Nous avons voulu de larges ouvertures. Et donc, à Monaco, dire de larges ouvertures, ça veut dire bien protéger la façade. Et puis, nous avons le dernier étage avec les fameuses chambres VIP, avec d'un côté le patient, de l'autre côté une chambre accompagnant, un petit salon, une paroi coulissante, 2 salles de bain. Donc, cette chambre VIP reprend pour le moment les mêmes thématiques que la chambre principale, avec l'idée du vent, mais ça, on n'a pas encore, on va continuer à travailler sur ces éléments-là. Et on voit la façade qui passe d'un côté à l'autre et qui libère largement la vue. Donc le paradoxe, c'est de faire un bâtiment développement durable, largement ouvert, sans avoir l'échauffement des façades. Et donc nous avons beaucoup travaillé la façade pour l'amener avec une efficience maximum par rapport aux incidences du soleil, notamment est-ouest, avec un minimum de brise-soleil par chambre. C'est pour ça que nous avons opté pour des grands brise-soleil larges. Et nous avons traité ces brise-soleil avec des suspentes métalliques, des ailes, des stabilisateurs de ces brise-soleil, puisqu'ils sont assez éloignés, et des tangons de maintien qui les accrochent à la façade. Tout ça dans une dimension parasismique. Donc aujourd'hui, l'évocation de ces brise-soleil, nous les avons fait, comme je vous disais, par rapport au vent et à la haute couture. Donc nous avons imaginé des plis sur notre façade, et ces plis que l'on devine ici et que l'on voit bien sur la maquette. Et aujourd'hui, nous avons bien avancé les études et on est plutôt orienté sur du ductal pour tous ces qui répond à la minéralité, à la blancheur, à une pérennité de 60 ans que nous imposent les travaux publics. Donc on n'est pas dans la garantie décennale, mais 60 ans. Donc on a pris un matériau assez costaud qui va être moulé peut-être sous pression. Voilà quelques détails de la façade. Donc vous verrez que les brise-soleil qui sont assez larges au départ se resserrent progressivement pour terminer sur la voûte qui, elle, dessine directement, fait comme si le bâtiment se soulevait et dessine directement le hall. Nous avons voulu des cibles très performantes, qui nous étaient d'ailleurs, enfin nous avons voulu, on nous a demandé de répondre à des cibles très performantes, un chantier à faible nuisance, d'où une campagne de communication auprès des patients, d'où les protections de l'environnement, une gestion de l'eau poussée, une maintenance et pérennité. Donc là, nous travaillons, donc nous arrivons à la phase APD, nous sommes dans ce sujet-là et sur lequel nous travaillons actuellement. Et puis nous avons proposé deux autres cibles, au moins en performant pour un bâtiment intégré dans son environnement, et puis la qualité sanitaire de l'eau. Voilà. Du point de vue des énergies, le bâtiment est intéressant puisque nous travaillons en chaud et en froid sur de la récupération d'eau de mer. Et la façade qui constitue la totalité de façon générale du bâtiment forme une immense ombrière qui nous permet d'éviter l'échauffement direct du bâtiment. Et déjà, les premières simulations thermodynamiques montrent que la façade nous permet de gagner en été et en hiver de l'efficience énergétique. Donc l'été parce que ça la protège et l'hiver parce qu'il y a des phénomènes de réflexion sur les brise-soleil qui nous ramènent encore un peu de lumière. Voilà. C'est un suivi fort que nous avons donc, pour ce bâtiment. Donc, nous avons modélisé l'ensemble du bâtiment. Ce sont nos économistes qui ont modélisé l'ensemble du bâtiment. Et nous sommes passés là, à une dimension BIM pour continuer à valider ces éléments-là. Et puis, voilà, donc la dernière image que je peux vous laisser du CHPG qui parle un peu d'elle-même. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie pour cette présentation. Il nous reste quelques minutes. Si vous désirez poser des questions, je vous en prie, est-ce qu'il y a des questions sur le projet du nouvel hôpital de Monaco? Non, tout le monde a tout compris, alors il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien vous entretenir avec les acteurs de cette conférence tout de suite après. Je vous rappelle qu'il y a des conférences tout au long de la journée sur le village des architectes. La prochaine conférence aura lieu à midi. C'est une conférence qui sera consacrée à la nouvelle clinique Bel Air à Bordeaux, qui regroupe les activités médicales et chirurgicales de 3 établissements. Je vous propose de vous associer à cette conférence et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.